L'acierie Ascoval, à Saint-Saulve dans le nord de la France, vient d'être placée en redressement judiciaire et menacée d'une fermeture rapide. 300 salariés travaillent ici. 300 familles qui risquent de perdre leur emploi dans une région déjà fortement touchée par le chômage. Tous ont décidé de se battre, de tout tenter pour sauver leur usine et garder leur travail. Je vais suivre ce combat avec eux, au cœur de l'usine, au plus proche des ouvriers, des responsables syndicaux et de la direction. Je vais partager leurs espoirs et leurs révoltes, leur colère et leur résignation. La bataille pour sauver l'acierie Ascoval est le symbole d'une lutte bien plus vaste qui nous concerne tous. Face à la mondialisation, est-il possible de sauver l'industrie française ? Comment tu as accueilli l'annonce d'une possible fermeture de l'usine au départ? Bah, ça fait un choc. Ça le fait court d'ailleurs. Bah moi, ce que c'est que je travaille tout seul, donc bon, bah, vous voyez, j'ai acheté ma maison, j'ai encore des années à payer. Bah, vous voyez que bon, c'était la fin de pas mal de choses. Je crois que c'est la première fois que je regardais pas mes filles dans les yeux. Ouais. J'avais pas envie de leur parler de ça. J'avais pas envie d'en parler avec eux parce que, bah ouais, c'est marrant, un esprit de, je sais pas, de honte, de... J'ai commencé à en parler avec ma femme au bout de 3-4 jours où j'ai dit, bah, mais écoute, on va commencer à voir ce qu'on va faire différent, si on va changer de vie, si on va... Et c'est là où tu vois la force des femmes. Elle m'a pris dans ses bras et puis elle me dit, mais on va se refaire, t'inquiète. Et là, tu te dis, le chef de famille, eh ben, il a pris un coup, là. Excuse-moi. On est là pour défendre un petit peu, je dirais, notre emploi. Alors moi, à 58 ans, je suis surtout là pour défendre l'emploi de mes copains qui ont 25, 30, 35 ans. Il faut montrer qu'on n'est pas content et qu'on n'est pas décidé à se laisser faire pour n'importe quoi et pour n'importe qui. Et on a peut-être un peu froid, mais c'est pas grave. Le froid, ça passe en dessous. L'acierie Ascoval est un fleuron de la métallurgie française. Elle emploie des ouvriers hyper qualifiés pour produire des aciers spéciaux, des alliages au chrome et au carbone, utiles entre autres dans l'industrie automobile. Alors, pourquoi l'acierie est-elle menacée de fermeture? Elle a été créée il y a plus de 40 ans par Vallourec, un grand groupe métallurgique français. Vallourec diminue maintenant ses activités en France et les délocalise à l'étranger. En 2017, Vallourec a cédé 60% de son acierie à Ascométal, une entreprise déjà en grande difficulté financière, qui a fait faillite 1 an plus tard et entraîne l'acierie dans sa chute. On a appris cette nouvelle, je me souviens, j'étais à Paris à 9h du matin un lundi. Et donc je me souviens, le lundi à 9h15, j'étais là, pétrifié, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, donc, après une tasse de café ou deux, le lundi après-midi, j'ai élaboré un plan B. J'ai appelé comme ça d'ailleurs, le plan B, en me disant, mais finalement, on a des forces, on a une compétitivité qui s'est renforcée, on livre nos clients actuels de manière tout à fait satisfaisante, ils sont enchantés sur la qualité, sur les délais, etc. Est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant au minimum 1 an? Ce qui va nous permettre 2 choses. La première, c'est de continuer notre plan d'amélioration de la performance pour nous rendre
plus sexy vis-à-vis d'un repreneur. Et la deuxième, c'est trouver un repreneur. Le président d'Ascoval a réussi à attirer l'attention sur son plan B. Une semaine après l'annonce d'une probable fermeture de l'acierie, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, veut rencontrer la direction et les salariés. Je les accompagne à Bercy. Si l'État volait à leur secours, tous les espoirs seraient à nouveau permis. L'acierie ne peut pas farmer, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, on est obligé de passer par des moments pareils. C'est vrai que c'est des situations qui sont un peu délicates, mais j'y crois dur comme fer. C'est le mot, dur comme fer. Quelques centaines de mètres là avant de voir le verdict. J'ai sincèrement l'impression d'être un condamné à mort qui attend la grâce présidentielle. Allez. Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous annoncer qu'après plus de 3 heures de négociations, nous avons réussi à trouver un accord pour garantir l'avenir du site d'Ascoval à Saint-Saulve. Nous avons donc obtenu la garantie que sur l'année qui vient, le site de Saint-Saulve aura des commandes au prix nécessaire pour que l'activité soit rentable et que le site reste ouvert. L'État a accepté de mettre 5 millions d'euros pour soutenir l'activité du site. Nous, notre perspective, c'est la pérennité du site d'Ascoval à Saint-Saulve. C'est de trouver un repreneur. Merci à tous. Ça va les frères? On a eu cette chance d'entendre que c'était bon, on éteignait les flammes, et par contre on rallumait le four et on redémarrait. Donc, quel sentiment ça? Ah ben ça c'est énorme. Vraiment. On était mort, on est vivant. Ouais. Ouais. Vraiment. Et aujourd'hui, très personnellement, je ne peux pas entendre quelqu'un qui dise, même si moi aussi je peux dire je suis fatiguée, j'en ai marre, ras-le-bol, je me dis qu'on n'a pas le droit. On a une chance de continuer, donc on doit tous bosser, on doit tous retrousser les manches et personne ne doit fléchir. On n'a pas le droit de fléchir. Celui qui décide de fléchir, celui qui décide de ne pas faire son travail, qu'il démissionne, tout de suite. Comme dans un conte pour enfants, pour les aciéristes, leur usine est un être vivant. Chacun entretient avec elle une relation intime. L'acierie est une créature vorace qu'il faut nourrir en continu, avec des montagnes de ferraille. D'énormes bennes remplissent la gueule ouverte du four. Parfois, le four peut prendre l'apparence d'un monstre échappé du conte. J'ai passé des mois à l'observer, dans un mélange de crainte et de fascination. La ferraille y est fondue dans un vacarme assourdissant. Comme un dragon, il crache des gerbes de feu et d'acier liquide. Et le calme revient. Alors, dans un silence oublié, l'acier coule. Enfin.
Chauffé à 1700 degrés, il bout et irradie une chaleur insupportable. Méticuleusement, l'acier liquide est transporté. Il est purifié et affiné avec une immense maîtrise. Les aciéristes d'Ascoval sont les alchimistes de notre industrie. Ils transforment la vulgaire ferraille de récupération en aciers spéciaux les plus précieux. Chaque personne ici dans l'usine a une responsabilité importante. Moi, si la poche elle tient à percer dans la cuve, il faut bien surveiller lui, le pontier qui prend la poche. Chaque personne a une grosse responsabilité. Et ça nous met en valeur. Ça nous met en valeur, on va dire. On sent qu'on sert à quelque chose. Et voilà, et nous, on n'a pas envie de perdre cet emploi-là. Le jour où l'usine va s'arrêter, allez, je vais me retrouver à travailler à la chaîne sans réfléchir, comme un robot, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Johan? 2 tonnes. Donc, voilà. La sidérurgie, c'est vraiment un monde à part. C'est pas, voilà, on dirait des bourrins, mais non, derrière, il y a quand même un travail intellectuel, on va dire. C'est vrai qu'on est sale. C'est l'environnement qui est comme ça. C'est un métier noble. Ça m'impressionne toujours de voir qu'on parle de ferraille de recyclage et qu'on arrive à un produit fini avec une forte valeur ajoutée. Et puis, il y a l'intervention de l'homme. On ne pourra pas mettre des robots. À un moment où l'homme sera obligé de prendre une décision sur l'acier liquide. Et pour moi, ça fait partie des métiers nobles. Quelque part, on le dompte un petit peu, l'acier. Il vaut mieux, d'ailleurs. On n'a pas envie que ce soit l'inverse. Quand on met notre casaque, notre équipement, les EPI, je ne veux pas comparer ça à un astronaute ou un cosmonaute. Pareil avec sa casaque quand il est dans l'espace. Mais je peux faire une comparaison. Parce que lui, il est tout seul dans l'espace, dans le vide. Nous, pareil, nous, on est tout seul dans une poche d'acier liquide. Ça revient à la même chose. Lui, s'il a un accident, il est pas bien. Et nous, si on a un incident, on n'est pas bien. Cette chaleur-là, si tu restes trop longtemps, voilà, elle peut te piquer, tu peux avoir très mal. On va dire que c'est un avant-goût de l'enfer. Hein. La fermeture de cette aciérie entraînerait l'oubli de savoir-faire acquis au cours de dizaines d'années de pratique. Cette tragédie se répète à chaque fois qu'une usine ferme. Comment l'accepter? Pourquoi l'industrie française laisse-t-elle mourir certains de ses fleurons et disparaître de tels savoirs? De grands pays voisins, comme l'Allemagne, emploient 3 fois plus de salariés dans l'industrie. L'industrie en France diminue, c'est clair, peut-être plus vite que dans d'autres pays. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a tout à fait moyen que ça ne diminue pas. On a, en ce qui nous concerne, une aciérie, ça consomme pas mal de main-d'œuvre et d'énergie, et puis de la ferraille. Ben, la ferraille, on en a sur le marché, ici à proximité, comme il y en a en Allemagne. L'électricité, elle est plutôt moins chère qu'ici qu'en Allemagne. La main-d'œuvre, elle est au même prix, voire moins chère ici qu'en Allemagne. Donc on n'a aucun handicap structurel. Donc je crois que c'est une question d'abord de volonté et d'énergie. Hein. C'est de mettre de l'énergie dans le système, hein, et de mobiliser les acteurs, tous les acteurs. Mais si vous faites ça, et que vous n'avez pas de handicap structurel, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Pour avoir toutes les chances de plaire à un repreneur, l'aciérie doit devenir plus sexy, c'est-à-dire plus compétitive. Le président d'Ascoval a choisi une stratégie à l'opposé de ce que l'on observe habituellement. Il ne veut licencier personne, mais il demande à tous les salariés de s'impliquer totalement. Alors, une immense chasse au gaspillage est orchestrée. Chaque dépense est remise en cause, chaque habitude interrogée. Bon, on refait une coulée, on vide complètement,
On vide tout l'acier, on laisse rien dedans pour pouvoir réparer. Tant en sécurité, on a tout réussi, on a dit on s'occupe de notre sécurité et celle de notre copain. Et bah qu'aujourd'hui, par exemple, en titre d'économie, tout ce qui est électrique, on va savoir que nous, le four, il y a une très grosse consommation électrique. Donc on fait tout pour maîtriser le programme de fusion pour arriver à faire des belles consommations. Ne serait-ce qu'hier, on a tourné à des 430 kWh de moyenne. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était supérieur à 500. Donc tout ça, c'est de l'argent de gagné. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les challenges qu'on nous a donnés, on les a tous réussis pour pouvoir assurer la procédure. À leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses, réduire leurs coûts, et que chacun se dise, à mon niveau, je suis capable d'agir là-dessus. Je sais pas combien ça va rapporter, mais si j'agis là-dessus, au moins je sais que ça va contribuer. Déjà, on peut partir avec ça. Ouais. Ça, c'est un support de communication qu'on veut mettre en place pour améliorer cette compétitivité et réduire les coûts. Fermer la lumière en sortant de son bureau, réduire la température de sa cabine de pilotage. Enfin, c'est l'addition et l'accumulation de l'ensemble de ces petits gains qui nous permettra d'être compétitifs. Et puis dans 10 ans, on continuera à travailler et puis on aura compris que c'était la bonne méthode. Personne, on le bouge. La première fois quand je suis venu ici, pendant une semaine, je suis rentré chez moi, j'avais des larmes. Je dis c'est pas possible. Et après, au fil, voilà, de fil en aiguille, je sais pas, au bout d'un mois, je me suis dit bon allez, je reste. Mais franchement, pendant un mois, c'était... On est tous pareils, hein, je pense. Tu sais, c'est un monde à part. Tu sais, on n'apprend pas la sidérurgie à l'école. Hein. Dans ma tête, j'étais pas destiné à faire ça comme métier. Tu fais des études, Voilà. t'as un bac, voilà, Allez, je fais du merchandising. Tous mes stages, je les ai fait dans le commerce. Et j'arrive à la sidérurgie. Ludo Ludo Ouais, là, c'est vraiment une trajectoire diamétralement opposée. Allô Pourquoi t'es resté? Je suis resté parce qu'après, l'ambiance, franchement, déjà de l'ambiance. On se dit tout bonjour, tout le monde se serre la main, tout le monde sourit. Enfin, tu sais, tu vas dans des entreprises, il y en a, c'est à peine s'ils te disent bonjour. Ici, tout le monde te dit bonjour, ça va frère. Enfin, c'est une grande famille. C'est ça en fait. Par exemple, on est 4 semaines dans le congé, hormis le temps où on est parti en vacances, 4 semaines, ça fait long. Il manque quelque chose, il nous manque les collègues, il nous manque les copains, il nous manque notre four, quoi. Il nous manque le bruit, il nous manque la présence. C'est quelquefois bête à dire, mais c'est comme ça. Et je suis pas le seul à le penser, ça. J'ai jamais osé en parler, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose. Moi, depuis 4 mois, je cours après mes camions parce que les fournisseurs disent j'ai pas d'argent sur mon compte, je livre pas. Donc depuis 4 mois, je cours après les camions et à 58 ans, je crois que je vais passer l'âge de courir après les camions. Je manque de souffle là quand même. Donc ça me facilite les choses quand le fournisseur dit j'ai confiance, certes j'ai pas eu l'argent sur mon compte, mais je livre quand même. Les sociétés ont peur de livrer, peur de ne pas être payées. Notre métier, c'est plus faire de l'achat, de la négo, prévoir des contrats. C'est de dire ah oui, mais d'accord, mais là maintenant, comment je vais faire pour me faire livrer? Parce que les gens me ferment la porte. Et tu sais qu'en parallèle, si tu livres pas, ta production, elle tourne plus. Donc oui, c'est une charge, une responsabilité qui est énorme et qui empiète forcément sur nos heures de sommeil. Et là, je suis encore bien délicate à dire empiéter, c'est que finalement, pendant des semaines, des mois, on ne dort plus ou très peu. Avec la crainte de se dire, demain, ça peut s'arrêter. Oui, Yoann. Oui. C'est bon? Alors, 15,71. Merci. La poche, elle sort, hein. J'adore mon travail, mais c'est juste l'atmosphère qui est pesante. C'est tous les jours, on parle de ça. Tous les jours, c'est est-ce qu'on va fermer? On sait rien. Incertitude complète.
Moi, vivre le jour, j'ai horreur de ça, donc il n'y a pas, il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve une solution. J'en ai marre de vivre dans l'incertitude comme ça, tout le temps parler de ça, tout le temps, est-ce qu'on va fermer, est-ce que si... Alors qu'avant, on venait travailler avec le sourire, quoi. On savait qu'il y avait de l'avenir devant nous. Et là, il n'y a plus rien, donc j'en ai marre. Même ma femme me reconnaît pas. C'est-à-dire? Parce que bah, je réfléchis beaucoup, je dors plus beaucoup. Je suis beaucoup plus fragile. Le moindre petit truc que je vais monter dans les tours. Si, dans ma famille, il y a eu un gros impact. Hein. Il y a eu un gros impact. Mais il ne doit pas avoir que moi. Même, non. Il y en a même qui savent que j'ai postulé autre part et qui me demandent comment j'ai fait pour... quelle démarche j'ai fait pour pouvoir postuler. Donc, il n'y aura pas que moi. Il y aura pas que moi. Sur la productivité du four, on est monté à 14,7, donc c'est un bon mois, c'est le meilleur mois de l'année aujourd'hui. Ce qui est remarquable, c'est la forge. Et puis la maintenance qui est dans le verre aussi, avec un taux de panne à 6,5, donc qui reste un très bon résultat. C'est absolument exceptionnel, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas d'aussi bons ratios. Et quand on interroge des gens, ce qui me plaît vraiment, quoi, c'est clair, c'est facile, ils maîtrisent leur sujet. Et ils sont vraiment préoccupés par... Il faut attention. Et ils ont des idées. Et franchement, chaque euro dépensé, c'est comme s'ils sortaient de leur poche. Moi, je répète, hein, ça fait 18 mois que je suis ici, mais ça fait 18 mois que je vois tous les mois des progrès, quoi. Et ne dis pas que je mettais n'importe quel chiffre, ils sont vrais. Ce sont des vrais chiffres. Ah, on a eu des moments difficiles, mais là, on vit bien. L'usine souffrait d'un déficit de compétitivité qui était quand même très très fort, qu'on a commencé à combler l'année dernière. Après, malgré cette période d'observation, ce redressement judiciaire, cette situation quand même tout à fait particulière, on a pris le pli, l'objectif de continuer ce plan de progrès. Et non seulement on le tient, mais on dépasse nos objectifs de cette année-ci. Et ce qui devrait nous conduire, à la fin 2019, à être au niveau vraiment des meilleurs sidérurgistes européens. La chasse au gaspillage menée par tous les salariés livre ses premiers résultats. Ils sont spectaculaires. Le prix des barres d'acier, produites par l'usine, a presque été divisé par 2. Il passe de 400 à 240 € la tonne. Et les chiffres, ils sont parlants. Là où on peut se dire tous, c'est comment on a fait pour pas l'avoir fait avant, quoi. Tout le monde doit s'en rendre compte de ça. C'est qu'on était mauvais avant. On était peut-être bon, on disait toujours Vallourec c'est une très bonne formation et on regarde les gains en termes d'argent, tout ce qu'on a pu économiser grâce à l'effort de tout le monde. Sur un an. Alors que Vallourec c'est là depuis très longtemps. Après c'est une façon différente de gérer la société ou de manager. On fait des chèques en blanc. Avant, on sous-traitait beaucoup. C'est vrai que ça fait travailler les sociétés extérieures, c'est sûr. Mais on en oubliait, en fait, nous, ce qu'on savait faire. Donc, dans le malheur, il y a quand même du bien. L'objectif, maintenant, c'est que ça continue. Bon, bonsoir à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous vous rapprochiez parce qu'il n'y a pas de micro, donc voilà. Alors, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'est de vous faire un point d'étape sur les candidats repreneurs et leurs projets. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 candidats. Donc, le premier est ce qu'on appelle entre nous le projet iranien. C'est en fait un projet qui est porté par quelques personnes qui ont reçu du gouvernement iranien l'exclusivité pour fournir les tôles pour construire un gazoduc en Iran. Deuxième projet, c'est le projet porté par Monaco Metal Corp. Il est d'installer un train à fil dans les halles de la tuberie.
Il y a un réel déficit de fils en Europe. Donc il y a un réel besoin. Et donc le troisième, c'est le projet porté par Altifor. Ce sont deux entrepreneurs belgo-français qui ont créé leur société il y a une dizaine d'années. Ils emploient 1 millier de personnes. Ils sont dynamiques, motivés, tout le bazar. Ils reprennent l'ensemble du personnel. Et ils demandent que l'organisation du temps de travail soit revue. Et là, il en fait une condition suspensive. Si c'est signé, je continue. Si c'est pas signé, je pars. Aujourd'hui, ce sont les accords d'entreprise qui priment. Et donc, à ce titre-là, comme on dit, comme certains disent souvent à Bercy, les 35 heures, ça n'existe plus. Et donc, les candidats repreneurs ont mis des conditions suspensives, et notamment le fait de renégocier l'organisation du temps de travail. Aujourd'hui, le personnel posté, qui travaille 8 heures par poste, a 29 jours de RTT par an, ce qui est quand même absolument énorme, et le personnel de jour en a 27. Et ce qu'on propose, c'est que le personnel posté il passe de 29 à 20 jours, hein, et le personnel de jour, il passe de 27 à 12 jours de RTT. Ça réduira le coût salarial parce qu'on doit être plus compétitif que ce que l'on est aujourd'hui. On est décalé en compétitivité. On a fait énormément d'efforts, mais on a toujours des efforts à faire. C'est un premier jus de la direction. Il ne faut pas oublier que c'est une négociation. Donc, ils ont donné la trame, il va y avoir des discussions derrière. Lui, il veut un accord temps de travail plus souple et plus moderne. Le monde actuel du travail veut de la souplesse, mais ça se négocie. On espère, ouais. Ah oui, on ne va pas dire oui, amen. Bah voilà. Rester dans le raisonnable, parce qu'il faut être sexy auprès des repreneurs. Faut pas se voiler la face. Faut être sexy. J'ai failli dire pour se faire enculer, je l'ai pas dit. Je me suis retenu. Mais pas au prix d'un nombre incalculable de concessions. Tu sais, je vais prendre Renault, je vais prendre Peugeot. Et là, on est tous d'accord là-dessus, là. Oui. Oui. Voilà. Tu peux pas ton mot à dire, quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Non, mais, ouais, d'accord. Non, mais. C'est toi qui vas décider. Toi ou moi. Tu vas pas dire que t'es content. Ouais, j'ai perdu 900 euros. Ouais, ouais, j'ai plus que 12 RTT. Ouais, super. Non, tu peux pas dire ça. Non, mais c'est vrai. Et tout le monde est comme ça. Je sais. Ouais, on perd. Ouais, on perd. Je suis d'accord. On perd. Mais je sais pas qui joue au poker ici. Là, on n'est pas en position de force. Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait tout accepter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une négociation. On parle quand même de CDI derrière. Donc, on va faire quelques concessions. Je suis d'accord. Ça fait toujours mal au ventre de faire des concessions. Donc après, c'est un choix. On garde nos CDI ou on arrête. L'affaire, elle est réglée. Il faut savoir ce qu'on veut. Les négociations sur le temps de travail se compliquent. Je commence à ressentir une tension croissante dans l'usine. La direction a ajouté un volet sur la flexibilité. Elle aimerait pouvoir faire travailler les salariés le samedi, de temps en temps, en les prévenant 48 heures à l'avance. Je discutais avec les camarades, avec les collègues. Je sais que l'ambiance, elle n'est pas très positive, donc je vais essayer quand même de pas leur remonter le moral. Hein. C'est pas... Je vais leur dire qu'on est là pour eux. Qu'on les lâchera pas. Je sais pas, mais là, on en vient que l'ouvrier, il n'y a plus aucun droit, quoi, quelque part. Hein. Je suis d'accord, on sauve notre peau, hein. On est là pour sauver notre peau. Mais il arrive un moment, moi je viens, c'est pour nourrir ma famille, gros. Je viens pas ici pour passer ma vie ici et divorcer dans un an parce que je serai là tous les samedis. T'imagines que je vais finir le samedi à 10h au soir, j'aurai mon dimanche, et le lundi matin à 6h, il faut être présent, alors, et puis continue. Et puis, soi-disant, ah, on va encore saquer plus. On sacra pas plus parce qu'actuellement, je pense que on a sur boulot aussi, hein. Mais bon. Et non, là je le conçois pas, ça, je le conçois pas. Parce que après il y a la vie de famille qui s'exerce aussi, gros. Malheureusement, je préfère être un chômeur heureux à ma maison, qu'un travailleur
divorcé et puis chacun de son côté. Tu m'excuseras, mais moi j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille. J'ai pas travaillé pour Vallourec, j'ai travaillé pour ma famille. Hein. Les samedis en plus je vais les faire et je serai même pas payé en plus. Ça va être sur le compte du patron. Parce que ça serait quoi dire à ta femme, tu sais chérie, je vais gagner 400 € de plus le fin du mois. Ça peut faire plaisir à certaines femmes qui disent bon, ça met du beurre dans les épinards. Mais dire à ta femme, tu sais chérie, je vais perdre de l'argent, mais en plus je vais jamais être là. Waouh! Et je suis d'accord qu'ils tirent la couverture vers eux. Mais qu'ils nous laissent un petit drap quand même, parce que là on n'a plus rien, on est tout nul. On est tout nul. Vous savez que ça fait un bruit de bordel le samedi après-midi, vous savez ça? Non, vous le savez ou vous ne savez pas? Parce que vous n'allez pas dans les services. C'est un bruit de bordel. Le fait de nous imposer de travailler le samedi, c'est ça qui fait le point noir. Donc nous, on n'est pas le porte-parole de la direction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils veulent l'usine à l'arrêt. Ça c'est... Si ça passe. Non mais voilà, c'est ce qu'il y a. Ah mais après, il faut vous mettre la réalité en face. Non mais je pense que vous êtes déconnecté. Vous êtes tellement pris dans la corde. Je vais aussi vous la mettre en face. L'usine à l'arrêt, je suis sûr qu'on la redémarre plus. Exactement. On va y aller sur On n'est pas en train de dire qu'on va travailler tous les samedis après-midi pendant un an. Enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. On n'est pas en train de dire ça. Il faut que vous compreniez une chose. C'est que aujourd'hui, il se passe quoi avec les salariés? C'est qu'ils n'ont plus confiance du tout. Parce que ça fait des années qu'on leur raconte des histoires. Donc, un patron, désolé, mais un patron qui dit ce ne sera pas tous les samedis, il ne le croit plus. Non, il ne croit pas. Mais encore une fois, c'est légitime de la part des salariés. Il y a un manque de confiance. Oui, tout à fait. Et si vous êtes sûr de votre fait, écrivez-le. Il n'y a plus de fantasme derrière. Là, le fait que ce soit noté, on pourra dire aux salariés, voilà, c'est autant de samedis par an. Point. Oui. Vous connaissez notre position. Les propositions que nous on a faites avec les autres organisations syndicales, elles n'ont pratiquement pas été retenues. Mais ça ne veut pas dire, j'ai discuté, ça ne veut pas dire qu'on travaillera tout le temps le samedi après-midi, ça va être rare. J'espère. Est-ce qu'on sera d'astreinte le samedi après-midi? C'est ça que je te demande. Est-ce qu'on sera d'astreinte? S'il y a un souci samedi matin, on a coulé. On est d'accord. Tu vas me dire, le samedi après-midi, ce sera occasionnel, mais vraiment occasionnel. Tu lui dis, si les gens viennent, c'est une prime de 250, 500 € qu'il faut lui demander. Tu lui dis, là tu vas dire, mais vous êtes fou, monsieur. Attendez, occasionnellement, ils viendront jamais les gens, donc vous la verserez jamais. Tu vois, il faut tomber dans leur jeu l'extrême. Non, mais il y a une majoration de toute manière, Dominique. Oui, mais qu'est-ce que c'est une majoration pour moi? Qu'est-ce que c'est ta majoration? Ils vont me donner 50 € pour me niquer mon week-end? Là, je suis d'accord. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est fait pour travailler plus, normal, la production, et ne pas créer quatrième équipe. C'est-à-dire que les gens, la production va s'élever, mais on n'embauche personne. C'est quoi? C'est pas la France. C'est dans un... Je sais pas, je sais rien. Et ça, on te dit, tu n'as pas le choix. Voilà la réponse, prends ton compte. Et je comprends pas comment l'intersyndicale n'est pas d'accord en disant non, c'est niette. C'est un métier spécifique, on est tous des ouvriers qualifiés. Hein. On n'a peut-être pas le salaire, mais on est tous des ouvriers qualifiés. Attention, hein. N'importe qui peut pas prendre ma place dans 2 mois. Ça, là-dessus, il faudra peut-être faire comprendre. Attention. Sur tes épaules, t'as une charge qui s'alourdit. J'ai la responsabilité de signer ou pas signer. Après, on va nous dire oui, mais on a un redressement judiciaire. Il y a des potentiels repreneurs, ils peuvent la reprendre, l'usine. L'accord, ils peuvent le revoir. Mais en tout cas, nous, on ne le signera pas. On laisse courir le bruit que la CFDT a signé. Donc je vais rectifier un peu les choses. Non, mon lapin. Faut pas croire ce qui est dit, la CFDT, elle a rien signé du tout. Hein. Non, non. C'est encore en négociation. Il y a tout le monde là aujourd'hui là. Vas-y. Attends. Donc moi on a des choses à me dire, alors on va me les dire en face. Donc
Ah, tu peux dire à tout le monde de remonter, s'il te plaît, bon. Merci. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors déjà, une vérité, la CFDT n'a rien signé. Donc il y en a qui jouent un mauvais jeu à dire que la CFDT signe. La CFDT n'a rien signé encore sur le temps de travail. Ouais, non, mais faites pas étonner, parce que je sais que ça se dit dans l'usine. Faut arrêter de dire des conneries. Maintenant, celui qui a dit que j'étais le suppositoire du patron, faudra qu'il me le dise en face. Hein. Faudra qu'il me le dise en face. Hein. Je vous rappelle quand même que pendant 1 mois et demi, j'ai pas vu mes enfants. Vous le savez, ça? Et j'en demande pas de médaille. Et j'en demande pas de merci, de machin. Je m'en branle. Mais qu'on ne me traite pas de suppositoire du patron. Moi, ce qui me gave, c'est d'entendre « Ah, CGT, elle signe rien. De toute façon, c'est des rebelles. Ouais, c'est des rebelles. » Bah, va bloquer le rond-point, mon grand. Puis tu verras, ça va avancer. On négocie pas en disant « Nous, on signe rien. » De toute façon, ils ne signent jamais rien. Non, mais le fait de vous faire la petite guéguerre, là, commencer... C'est pas moi qui ai fait. Non. Non, mais laisse-moi finir. Le fait d'aujourd'hui, CGT part sur CFDT, CGT, vous pensez pas que vous faites le jeu du patron? La guéguerre, c'est pas moi qui l'ai voulu. Hein. Mais d'un regard extérieur, s'il y en a deux qui s'affrontent, forcément. Ah bah écoute, gros, il arrive un moment où on te bouscule. Il arrive un moment où il faut agir. Hein. Je suis désolé. Ouais, mais peut-être pas pendant les périodes où c'est plus important. Bah, ça, tu peux l'expliquer, mais pas moi. Mais je suis désolé de vous le dire, les gars. Ça va vous faire mal. Mais il arrive un moment dans ce monde-là, on n'est plus en 1950. Hein. Mon grand-père était cégétiste. Et c'était pas un petit cégétiste de la série de Saint-Saulve. Hein. Déjà, il gérait assez 10 000 personnes à Ranzin et il était secrétaire général à Paris. Cette époque-là, elle est finie. Dites-vous bien une chose, si vous voulez continuer à travailler, il faudra faire des concessions et votre patron devra gagner de l'argent. Même si c'est fait mal au cul. Moi, ça me fait mal au cul. Savoir que je me lève tous les matins pour aller travailler, qu'il y en a qui se lèvent, qui allument l'ordinateur et qui sont riches à millions. Ouais, ça me fait mal au cul. Mais je n'ai pas de levier pour l'empêcher, ça. C'est soit je l'accepte, ou soit j'arrête. Mais il n'y a personne qui va venir nourrir mes enfants. Bon, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Les efforts, on commence à l'avoir. Il faut remettre les pieds sur terre, les gars. Il y a 3 mois, on pleurait parce qu'on était fermés. Parce que tout le monde l'a oublié. J'arrive pas à comprendre. Des gens, il y a 4 mois où on a une décision de tribunal qui nous a fait mal et grosse incertitude sur l'avenir de la Syrie, des gens qui ont morale dans les chaussettes, tête baissée, des larmes. Et 4 mois après, avec juste une négociation de temps de travail, des mecs qui se disent non, on ne veut pas y aller. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. C'est ça aussi qui me met un gros doute dans ma fonction syndicale, mais même dans ma fonction professionnelle. Donc je suis encore une fois pris entre le marteau et l'enclume, et là je commence à fatiguer, et puis la fatigue c'est pas grave, mais quand on n'a plus la conviction qu'il y a une chance que ça marche, là du coup ça devient compliqué pour décider. Et en contrepartie, j'ai du mal à accepter de voir que cette usine puisse fermer. Donc c'est compliqué. Donc c'est du sommeil qui est très dur à trouver, c'est du cacheton pour s'aider un petit peu à dormir, c'est... À ce jour, 2 repreneurs restent intéressés par l'acierie. L'un d'eux est Altifor, un jeune groupe spécialisé dans le rachat d'entreprises en difficulté qu'il redresse avec succès. Il a déjà racheté 2 sites à Vallourec cette année. Étant donné la tension qui règne dans l'acierie, le directeur général d'Altifor ressent le besoin d'avoir un échange direct avec les syndicats. Moi, je suis passionné parce que j'ai une conviction sur l'industrie française qui a un avenir. Je suis quelqu'un de très direct, de temps en temps brut peut-être, mais je pense que les choses qui sont dites
mutuellement, en respectant les hommes, on peut avancer comme ça. Aujourd'hui, il y a une proposition qui est élaborée au travers de Cédric, dans laquelle vous ne vous êtes pas encore prononcé. C'est sur l'organisation du temps de travail. Voilà. On vous dit explicitement, si vous dites que ce qui est proposé aujourd'hui est rejeté, ça veut dire pour nous qu'il n'y a pas de continuité du projet non plus. Et à ce moment-là, voilà, nous, on ne va pas faire une offre au tribunal. Mais c'est un choix que chacun fait. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez sur cet accord temps de travail? Ma réponse est relativement simple. On ne va pas s'engager dans un investissement de 85 millions d'euros sans savoir où on va avec un élément clé. Vous savez que là, aujourd'hui, vous avez démoli la paix sociale dans l'entreprise. C'est pas lui, attends. Si votre discours est là, on peut terminer la réunion et je peux dire, écoute, il n'y a plus de projet parce qu'apparemment, je fous le bordel ici. Moi, je suis venu ici pourquoi? Pour le même projet que vous, c'est pérenniser l'emploi. Si vous m'accusez encore une fois moi, je fous le bordel sur le paix social, on arrête la discussion. Je vous accuse pas. Bah si. Non, je parle du contexte, je parle. Bah si. Je parle pas de vous. Mais si. Je parle du contexte. Non, le contexte est que vous êtes aujourd'hui pas compétitif avec votre temps de travail tel qu'il est. Soit vous acceptez ça comme quelque chose qui est réel. Si vous dites, Bart, c'est pas le cas, on est compétitif, on arrête la discussion. On arrête la discussion. Il est clair. Mais je peux pas écouter des discours historiques salariales pour avancer demain, de réinventer cette industrie française. Et donc, quand moi je demande d'aménagement du temps de travail, c'est parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous avez des acquis historiques qui sont plus valables actuellement. On est en train de négocier un truc que nous, on n'accepte pas. Même si on ne l'a pas accepté, d'accord, on viendrait travailler le samedi matin, le samedi après-midi. Après, vous verrez que nous, on est des bosseurs. Je vais être clair. Si vous votez, et vous votez tous contre, et j'observe ça, mais je veux dire, je sais que je vais arriver dans un site hostile. Moi, je ne vais jamais venir dans un site qui est hostile. Supposons qu'il y a deux organisations syndicales qui signent et vous ne signez pas. Lui, il aurait bien voulu avoir les trois. Il ne nous reprend pas à cause de toi qui n'es pas signé, on fait quoi? Tu sais quoi On ferme la boîte? C'est du chantage, proprement. Bah, non, mais... non. Ah si. Tu signes, ou sinon je prends pas l'usine. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est du chantage. Ah oui. Non, mais tu... Bah, c'est malheureux. Ouais, mais Nassim, il arrive à un moment où moi je vais me prononcer aussi. C'est soit on y va tous, on signe, ou on n'y va pas. Ouais, ça bouffe. Ça bouffe parce qu'à un certain moment, bah, t'as... Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu peux être mécontent, tu peux être... faire ce que tu veux, mais bon, si tu veux garder ton emploi, si tu veux nourrir ta famille, eh ben, t'as pas le choix. Faut accepter les règles du jeu. Et c'est pas nous qui les fixons. Tu veux pas montrer ça à la télé quand même? J'attendais. Putain, c'est un acte difficile quand même, c'est pas... On a la responsabilité, Eric, tu vois, c'est pour ça, bon, on le fait pour l'intérêt commun, hein, tu vois. Parce qu'on est en redressement judiciaire, mais bon, faire de la pub pour ça... enfin, c'est pas de la pub, mais presque. À demain. Ok. Bonne soirée. La CFDT et la CGT décident de laisser leurs différends de côté. Chacun veut à tout prix sauver la Syrie, et cela ne sera possible qu'en étant solidaire. L'intersyndicale retrouve toute son unité. Ça y est. C'est ça? Dernière fois, ouais. Dernier vendredi. Après combien de temps passé ici? 14 ans. 14 ans même casier. Toujours le même nom. Voilà. Je m'attendais pas que ce soit aussi dur quand même, parce que toute la semaine je me suis dit, bon, ça va le faire, mais... Ouais.
14 ans. Ma carrière, je croyais la finir ici, en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir à ce point-là, si tu tenais autant? J'avais peur de l'avenir, en fait. Trop peur de l'avenir. Je peux pas me permettre, j'ai un enfant derrière, je peux pas me permettre de dire on verra si ça continue. Je pouvais pas attendre, j'ai eu l'opportunité de partir avec un salaire convenable. Je laisse beaucoup, c'est vraiment un coup de poker. Ce que je fais, c'est dur, hein, mais je pensais pas que c'était aussi dur, en fait. Parce que, Hey, Johan, là! Dis-moi comment dernière? Bon, ça va aller, moi. Ouais. Je l'ai dit. Ouais, mais faut pas t'en faire, gros. T'en fais pour moi, non? C'est pas de mes collègues. T'inquiète, gros, on est là encore. Hein. Tu viendras en vacances dans le Nord? Quête ça derrière, il va. Ouais. Plonge, ouais. Réponds. Oh, c'est déjà fait, c'est déjà. Petit frère. Ah, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Cela fait maintenant 6 mois que je filme les combats des aciéristes. Leurs efforts payent. Ils sont devenus plus compétitifs et les deux repreneurs sont toujours intéressés. Mais pour que leur projet soit viable, ils ont maintenant besoin de l'aide de Vallourec. C'est le groupe français qui a construit cette aciérie en 1978 et en a été l'unique propriétaire pendant presque 40 ans. Aujourd'hui, Vallourec possède encore 40% du capital et reste son principal client. Les deux repreneurs demandent à Vallourec de s'engager à acheter l'acier produit ici pendant encore 18 mois, le temps de construire une extension à l'usine. Si Vallourec refuse, il y aura très peu de chances de survie pour l'aciérie et ses salariés. En synthèse, je dirais que la situation est difficile, et plus difficile que prévu. Hein? Premier candidat qu'on connaît le mieux, je dirais, c'est Monaco, parce qu'il est venu, il nous a regardé dans tous les sens, il a mis beaucoup d'efforts pour préparer son offre. Mais il faut que Vallourec continue de s'approvisionner chez Ascoval à hauteur au minimum des volumes actuels pendant ces 18 mois. C'est ce qu'il a demandé à Vallourec mi-juillet, et Vallourec a dit non. Non sur tout. Tout. Bon. Et Vallourec n'a pas changé d'avis entre le 11 juillet, date de la rencontre, et ces derniers jours. Je dirais ils ont été effrayés par la position de Vallourec et ils nous ont écrit hier pour dire qu'ils se désistaient. Bon. Et puis il y a Altifort. Alors Altifort, donc les demandes étaient les mêmes, les réponses étaient exactement la même. Hein, c'était non sur tout. Donc on est quand même malheureusement toujours dans cette phase de forte incertitude. Si le 26, le tribunal dit « j'ai reçu aucune offre et il n'y en aura aucune autre parce que c'est certain, parce que voilà », il prononce à ce moment-là la liquidation de la société. Qui est effective, et là, l'administrateur judiciaire a 1 mois pour licencier tout le monde. D'accord ? Pourquoi le groupe Vallourec refuse-t-il de continuer à acheter l'acier d'Ascoval? Comme beaucoup de grandes multinationales qui cherchent à augmenter leurs bénéfices, Vallourec délocalise progressivement ses sites européens dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les normes environnementales sont moins contraignantes. C'est cette stratégie qui les aurait poussés à se débarrasser d'Ascoval. De toute manière, le but de Vallourec, c'est de fermer toutes les usines en France. Au début, ils s'alimentaient en France, mais surtout 85% des aciers de Vallourec venaient d'Allemagne, hein, surtout.
Ensuite, maintenant, ils sont partis s'alimenter en Ukraine, maintenant en Chine, au Brésil. Et nous, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on fait? Si on ferme, nous, si la Syrie ne tourne plus, derrière, il y a la tuberie. Ça fait effet domino. Donc la tuberie aussi, elle va fermer dans quelques mois. Et si la tuberie, elle ferme dans quelques mois, bah, les usines d'Aulnoy-Emery, qui sont à 30 km d'ici aussi, elles vont, petit à petit, elles vont fermer. C'est un effet domino. Le but de Vallourec est là. C'est d'arrêter toutes ces entreprises en France. Il est là le but de Vallourec. C'est comme ça que je le vois, moi. Nous, on va mourir, la tuberie, elle va tomber, et Aulnoy-Emery, ils vont tomber. Voilà. En dépit des délocalisations des usines de Vallourec, orchestrées par son président Philippe Crouzet, le groupe va mal. En 5 ans, il a perdu 3,5 milliards d'euros. Déjà en 2014, pour éviter que Vallourec ne sombre, l'État français a injecté 500 millions d'euros dans l'entreprise. Vallourec comptait 4000 salariés en France et s'était engagé auprès d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, à ne fermer aucun site de production. Merci beaucoup, président le directeur général. Mesdames, Messieurs, je suis simplement venu vous dire ce qu'on sait faire, ce qu'on va faire ensemble. Sur la Syrie, il ne s'agit pas de la fermer. Il ne s'agit pas pour Vallourec de la vendre. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un besoin criant d'argent. Il y a des investissements majeurs qui ont été faits. Elle est reconnue comme l'un des outils du secteur les plus productifs, les plus performants. Je veux le redire ici, il n'y aura aucun départ contraint. Pas de fermeture de site, pas de départ contraint. Si le président est devant moi, je lui dirais, écoute, dis la vérité aux gars. Enfin, quand tu projettes de maintenir et de garantir ton emploi, bah, tes promesses, faites qu'elles soient tenues. Ne baratine pas. Tu sais très bien que tôt ou tard, il va se faire rattraper. Regardez, il y a 1 an, vous avez dit ça. Regardez, il y a 6 mois, vous avez dit ça. Regardez, il y a 2 mois, vous avez dit ça. Je retrouve les salariés à Saint-Saulve. Bonjour. Les maires des communes autour de la scierie et les responsables politiques de la région les soutiennent activement. Voilà. Allez-y, rentrez. Ils se sont donné rendez-vous pour pousser un cri d'alarme. Depuis qu'il a investi dans Vallourec, l'État en est actionnaire à hauteur de 16%. Lui seul peut faire pression sur Vallourec pour l'inciter à soutenir le plan de reprise de la scierie. L'État est actionnaire principal de Vallourec et donc il a un rôle déterminant à jouer dans la décision que Vallourec prendra. Parce qu'il peut effectivement venir apporter, tout simplement, le rappel, ne serait-ce que des quelques centaines de millions d'euros qui ont été versés il y a un an et demi, au groupe Vallourec, pour lui tenir la tête hors de l'eau et lui permettre de rebondir à un moment où l'économie mondiale était difficile. Et donc, la seule et l'unique question qui compte, c'est est-ce que notre ministre Bruno Le Maire, en charge du dossier, mais plus encore, comme ça a été rappelé, notre président de la République, Emmanuel Macron, veut garder l'industrie comme un des piliers essentiels de notre pays. Elle génère de la richesse et de l'emploi pour tous. Il faut préserver cette industrie. Et donc, Monsieur le Président de la République, Vallourec doit dire oui, doit poursuivre ses commandes et mettre les moyens. C'est tout ce qui compte. On a été convoqué aujourd'hui à Bercy par le ministre Bruno Le Maire. On va voir ce qui va se passer. Les dernières discussions entre Altifort et Vallourec n'ont absolument pas progressé. Donc il y a vraiment un refus absolu de porter le projet d'Altifort. On en appelle aux différentes parties, y compris à l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Monsieur Floris. Bonjour. Merci. Je suis très heureux qu'on puisse échanger sur la situation d'Ascoval et voir quelles sont les perspectives.
Donc ce dont nous sommes convenus, c'est de travailler dans les 5 semaines qui viennent sur cette option de reprise. Donc bien sûr que nous allons négocier pied à pied avec Vallourec. Nous sommes actionnaires à travers la BPI à hauteur de 16% dans Vallourec. Donc ça nous donne voix au chapitre. Et on va utiliser cette possibilité-là pour regarder avec Vallourec comment est-ce qu'ils peuvent garantir des commandes pour le site d'Ascoval et donc assurer une transition pour que le site reste ouvert. Moi, ma priorité, je le redis, c'est que le site d'Ascoval reste ouvert, qu'il y ait un repreneur solide et qu'il y ait des commandes par la suite. Mais je ne cache pas aux salariés la difficulté de cette reprise dans une conjoncture qui est compliquée et avec un Vallourec qui est aujourd'hui dans une situation qui n'est pas simple. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir petite, mais il y en a une. Il y en a une maintenant. Il faut que Vallourec se mette autour de la table et dise oui, je suis le projet. Sinon, c'est mort. Mais n'oublie pas que Vallourec, c'est du privé. L'État n'est pas obligé de les forcer. On ne peut pas les forcer. Donc, les politiques, ils vont le dire. Regardez ce qu'on a fait. On a fait des efforts, les gars. Regardez. On a tout fait pour trouver une solution. Mais Vallourec, la balle est dans le camp de Vallourec, les gars. Donc, tu vois, les politiques, ouais, c'est bien ce qu'ils font. Oui. Mais n'oublie pas que la décision finale, c'est Vallourec. C'est tout. Il aura fallu moins de 24 heures à Vallourec pour détruire les nouveaux espoirs des aciéristes. Le lendemain même de la réunion à Bercy, le président du groupe déclare qu'il refuse d'apporter sa participation financière à la reprise d'Ascoval. Il reste insensible aux pressions politiques, malgré les déclarations du ministre de l'économie. Ce que cette histoire révèle, c'est que pour un pouvoir politique qui a investi massivement dans une entreprise, qui siège au conseil d'administration par la BPI, je trouve qu'il n'est pas normal qu'en tant qu'actionnaire, il ne soit pas parfaitement au courant, informé, voire partie prenante à des décisions qui concernent directement le territoire français. Parce que finalement, tout l'argent qui était investi dans Vallourec, ce sont les contribuables français qui ont contribué. Et si les grands groupes sont à ce point indépendants des États, alors sans doute que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça fait du sens que les États y investissent? À ce moment-là, non, qu'ils n'y mettent pas d'argent. Trois jours plus tard, des visiteurs du soir s'invitent à l'acierie. Alois Kirchner, le conseiller industrie du ministre de l'économie et des finances, s'est déplacé en personne et demande à rencontrer les responsables du personnel. Une visite à l'improviste comme ça, où on nous dit, bah voilà, il y a 2 personnes du ministère qui arrivent avec le sous-préfet, ils viennent visiter l'usine, ils viennent, on se dit tiens, ils viennent se rendre compte de ce que c'est que le travail, c'est peut-être qu'ils s'intéressent à notre dossier. Nous, on est encore, on va dire, sur la bonne passe avec l'échange de Bruno Le Maire quelques jours avant, qui dit mes services vont travailler uniquement sur la reprise d'Ascoval. Donc on se dit, bah, ils viennent voir l'état de l'outil pour mieux le défendre. On se met en salle, et puis là, on nous sort le discours à la Vallourec que le dossier n'est pas viable, c'est pas 180 millions, mais c'est 280, c'est pas 18 mois pour la forge, mais 24, le carnet de commandes tient pas la route. En gros, ils sont venus nous démonter le projet, quoi, en disant le projet n'est pas viable. On est sortis de là, mais déboussolés, désarçonnés, plus de mots, et ils nous ont abattus. On s'est pris 2 uppercuts. C'est violent. On a un sentiment de trahison. Parce qu'on a d'un côté monsieur le maire qui fait tout pour aussi nous aider. Puis derrière, il envoie ses sbires en catimini, un vendredi soir, en fin d'après-midi, avant le week-end, pour vous dire, bon allez les gars, c'est pas bon, va falloir trouver une autre solution, autre que le Tifort. Donc l'autre solution autre que le Tifort, c'est la fermeture. Donc franchement, ça nous a... Bon, moi, de mon côté, je commence à douter de la part de la voix du ministre. Je me dis, c'est pas possible. Et après, les gens ils vont me dire, c'est normal, c'est des politiques. En général, les politiques, voilà, ils veulent se montrer dire, très intéressants devant les caméras. Puis, mais derrière, voilà, le projet, peut-être qu'il aboutirait pas. On avait cette crainte-là. Un homme politique s'engage auprès des salariés d'Ascoval. Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, se bat pour éviter une nouvelle catastrophe industrielle et sociale dans sa région.
Je l'ai vu participer depuis le début à toutes les négociations entre le repreneur, Vallourec, et l'État. Comment on peut caractériser la divergence entre une déclaration d'un ministre et les actions de son conseiller industriel? Une volonté délibérée de saper le projet, de flinguer le projet. Comment on explique ça? Tout ça? Duplicité. Duplicité, tout simplement. Vous savez, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'étais ministre pendant 7 ans. Je suis pas un saint, mais je crois jamais avoir pratiqué comme ça. Ils ont essayé par tous les moyens de saper la confiance dans le repreneur. Ils ont essayé par tous les moyens de dissuader le repreneur. Et on pourrait penser que c'est l'État qui dirige, comme ils ont 17% de Vallourec. Non. C'est Vallourec avec sa situation inquiétante, et puis aussi, je le dis, avec les très bonnes connexions, avec la proximité, avec les amitiés qu'ils ont au cœur de l'État, et pas seulement à Bercy, qui tire complètement les ficelles et qui dit très clairement « laissez tomber cette entreprise, on va proposer des emplois de remplacement, mais il faut laisser mourir cette entreprise ». Voilà pourquoi Vallourec va passer son temps à flinguer les différents projets de reprise. Ça pose quand même la question des moyens d'influence de Vallourec à l'intérieur de Bercy. Comment ça fonctionne? Bon, les connexions, ils sont tous copains, ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous, hyper proximité. Vous savez, c'est aussi tout pareil de cette complaisance d'État. Un jour, on est au cœur de l'État, on est dans les cabinets ministériels, puis le lendemain, on se retrouve à la tête d'une grande entreprise, et puis on continue à se voir, on continue à se parler. Ils sont tous copains. Ils sont tous copains. Le groupe Vallourec est présidé par Philippe Crouzet, qui a tissé depuis ses études d'importants réseaux. Sorti major de l'ENA, il a travaillé pendant 5 ans au prestigieux Conseil d'État avant de rejoindre le secteur privé. Sa femme, elle aussi diplômée de l'ENA, est issue de la fameuse promotion Voltaire, comme François Hollande, Ségolène Royal et bien d'autres. Elle a passé 3 ans à l'Élysée dans l'équipe du président Hollande, au même moment qu'Emmanuel Macron. Le parcours professionnel de Philippe Crouzet et de son entourage illustre bien la proximité entre l'administration de l'État, le monde politique et les entreprises privées. Derrière, tu as des humains, tu as des salariés, tu as des familles. Et parce que lui est copain avec un tel, que sa femme elle travaille à l'Élysée, que on a travaillé ensemble, on était à la même école. Parce que aussi, bon, on était à la même école. Bon, allez, je vais te faire plaisir, on va arrêter l'usine, on va fermer l'usine, 300 bonhommes. Tu sais, derrière, 300 bonhommes, ça impacte pas mal. Enfin, quand je dis 300 bonhommes, 300 salariés, puisque des hommes et des femmes. 300 salariés, mais t'inquiète pas. Je vais t'arranger ce coup-là, donnant. Faut arrêter en France, faut que ça cesse. Il faut une réelle politique industrielle. On a une réunion à côté avec Philippe Crouzet, avec Bruno Le Maire, avec ses conseillers. Et là, au bout d'un moment, je dis à M. Crouzet, bon, il faut quand même que vous fassiez votre effort quand même. Il me dit, oui, il faut que je vois avec mes actionnaires. Je dis, mais vous commencez à m'emmerder, parce que le problème est simple. Vos actionnaires, on en a besoin, mais c'est les ouvriers qui sont à côté qui vont sortir l'acier à partir de lundi. S'ils ne reprennent pas le boulot, c'est terminé pour tout le monde. Le problème, c'est que leur obsession, c'est les actionnaires. On a besoin des deux. On a besoin de l'argent des actionnaires, mais on a besoin aussi des salariés. Il faut respecter les actionnaires, il faut respecter les salariés. Pour eux, le monde, ils ne se fondent plus aujourd'hui sur les ouvriers. C'est pas si important que ça. Ils ne se rendent pas compte justement qu'avec cette vision où on oublie complètement l'humain derrière, c'est aussi comme ça que demain on a des drames, qu'on a des gens désespérés. C'était aussi l'occasion, ça a été un peu chaud parfois, avec des hauts responsables de l'État, en me reprochant avec ma colère de faire monter les extrêmes. Je dis mais c'est vous qui faites monter les extrêmes. À force de plonger les gens dans le désespoir, ils ne croient plus en rien. Vous croyez quoi? Et donc l'intérêt des emplois, mais ils s'en foutent royalement. La question, c'est les dividendes, c'est la partie financière. Malgré l'hostilité de Vallourec et de l'administration de Bercy, le président d'Altifort, Bart Gruyert, continue de se battre pour reprendre l'acierie. Le 8 octobre, il reçoit un appel téléphonique de Jean-Pierre Floris, le commissaire interministériel à la réindustrialisation. Il est le monsieur industrie du gouvernement chargé d'aider les entreprises en difficulté. Contre toute logique, Jean-Pierre Floris essaye de convaincre le président d'Altifort, unique candidat à la reprise de l'acierie, de retirer son offre. Je pense qu'on demande de retirer son offre parce que Vallourec sent le piège qui se referme sur lui. Depuis le début, ils ont tout fait pour sortir d'Ascoval et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avenir pour cette acierie.
Et voyant qu'on avance, je pense que Vallourec a dit il faut tuer l'œuf avant que le poussin naisse. Et donc, dans l'urgence, dans la panique, parce que pour faire ce genre de choses, je pense que c'est dans l'urgence et dans la panique, on convoque un repreneur en lui conseillant de retirer son offre, que son offre n'est pas viable, n'est pas valide et qu'il vaut mieux qu'il la retire. On a le délégué interministériel à l'industrie, le monsieur industrie, la personne chargée de réindustrialiser la France, qui demande à l'unique repreneur d'une entreprise française de baisser les bras. Enfin, je ne sais pas comment le Kidam peut le percevoir, mais moi, je perçois ça comme une trahison, quoi. Ça, c'est plus du cynisme d'État, c'est un scandale d'État. Que celui qui soit chargé de retrouver les activités industrielles soit là pour décourager le repreneur, ça en dit long. Moi, de toute façon, ce jour-là, j'ai dit, je ne veux plus le voir, plus lui parler. Bon, toujours est-il que ce qu'il fait là, c'est innommable. Innommable. Mais seulement, c'est un intérêt. Il n'y a plus de repreneurs. Personne dépose d'offres. C'est rideau, c'est fini, terminé. L'État y est pour rien. Il n'y a plus de repreneurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ce repreneur? C'était beaucoup plus commode. Heureusement qu'il a tenu, hein, le repreneur. Dans les 72 heures autour de ce coup de téléphone, ce qu'on sait moins, c'est que Bart Gruyard subit 6 contrôles fiscaux dans ses entreprises. Le hasard. Le hasard. Ouais, 6 contrôles fiscaux, là, tout de suite après, c'est le hasard, allons. Les derniers espoirs s'éteignent pour Ascoval. Dans un communiqué envoyé directement à la presse, le groupe Vallourec refuse de manière définitive de participer au plan de reprise. Sa direction déclare que les demandes d'Altifort contraindraient Vallourec à lui acheter son acier à des prix 30% supérieurs à ceux de ses autres sources d'approvisionnement. Réserve-toi. Réserve-toi. Après 9 mois passés aux côtés des aciéristes, je réalise difficilement que leur combat est perdu. Les membres de l'intersyndicale doivent trouver le courage d'annoncer aux équipes de nuit que c'est la fin. Excuse-moi, Stan. Bon alors, Vallourec qui a rendu sa position. Je vous cache pas que ça a été un choc pour nous. Alors, on savait que Vallourec jouait la montre. Ah, là, il joue plus la montre du tout. Se cachant derrière un ramassis de conneries. Parce que c'est un ramassis de conneries. Des chiffres qui veulent rien dire. Bref, la décision de Vallourec, c'est de tuer Ascoval. Purement et simplement. Avec un État qui s'est laissé endormir par Vallourec. Je crois que c'est le terme. On se fait baiser. Ça fait baiser. Moi, j'en veux à l'État. Hein. Il cautionne. Ah ouais, c'est le même. Il cautionne, en fait, quand il est laissé insidieux. Il est même pas en première ligne, il est derrière. Il cautionne. Mais on peut pas les séparer, c'est main dans la main qu'ils sont les. Leur objectif n'est pas le nôtre. Nous, le nôtre, en fait, c'est de faire vivre notre entreprise, continuer à travailler, continuer à faire des tonnes. Eux, leur objectif, en fait, c'est de fermer notre entreprise. C'est-à-dire plus de sidérurgie dans le Hauts-de-France. En France. Mais plus d'industrie dans le Hauts-de-France. Parce qu'aujourd'hui, l'automobile va bien, donc là, on y va, Toyota. Là, on y va, Toyota. Le jour où ça n'ira plus, qu'est-ce qu'on fera? C'est autre chose. C'est autre chose, effectivement. Je pensais qu'on pouvait démontrer qu'on pouvait se battre sans forcément que brûler des pneus au rond-point. Bah, l'État vient de nous dire qu'on a eu tort. Nous, on a fait le choix d'être intelligents et trouver des solutions. Ils n'en ont pas voulu, qui portent leurs responsabilités. Parce que ça, c'est un message pour demain. Les mecs, si ça va pas chez vous, pétez tout de suite. Ah, c'est clair. Pétez tout de suite. Parce que Macron et Crouzet vous a donné le feu vert. Vous a montré la voie de ce qu'il fallait faire. L'État est en train de détruire l'emploi. J'ai plus confiance aux politiques. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. J'ai plus confiance aux politiques. C'est tout. J'ai plus confiance aux politiques. Bon, au début, de temps en temps, t'as toujours une lueur d'espoir avec certaines personnes. Mais j'ai plus confiance aux politiques avec ce qui s'est passé là. C'est fini. Ils veulent qu'on crame en France, ils veulent qu'on crame des pneus. Voilà, tout simplement.
Putain, on a été professionnels depuis le début. On s'en fout de notre gueule. Ça se passait comment pour nous alors? On ne sait pas. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. L'avenir. Les salariés décident d'arrêter l'usine. À 23h30, dans un ultime rougeoiement, les dernières barres d'acier d'Ascoval sortent de la coulée. Je refuse d'y croire, de croire que c'est fini. « 30 ans. 30 ans, c'est pas rien. Je pense qu'on quittera le bureau en se disant on part en vacances, mais là, ce sera des vacances définitives. J'étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui a bien fonctionné dans la vie, par ma sueur, par mon courage, sans vouloir me vanter, mais voilà, j'ai gravi tous les échelons. Je suis parti du plus petit pour arriver au plus grand, enfin au plus grand à mon niveau. Et puis, tout se dégringole. Puis là, tu te dis, attends, tu vas refaire tout ce que tu as fait là pendant 30 ans. Tu as bossé comme un malade pour arriver à ce que tu es aujourd'hui comme chef de poste. Et puis, tout dégringole. Puis c'est fini. Tu n'as plus assez de vie pour dire d'arriver, de recommencer ce que tu... Et là, voilà, tu te dis, bah, c'est revenir au départ. Moi, j'ai 41 ans. Bon, j'avais fait des études, mais bon, je suis à l'usine, mais ça me plaît. Mais je ne voyais... Quand j'étais petit, je ne pensais pas que l'avenir aurait été comme ça. C'est-à-dire, plus j'avance... Pourtant, je suis né ici, hein, mais j'ai l'impression que ma place, je vais la perdre de plus en plus. En termes de marché du travail, en termes d'enracinement. Hein. Je suis né ici, mais bon, est-ce qu'on va m'accepter? Je pensais que quand j'étais petit, ouais, naturellement, on va nous accepter. Ben non, les mêmes mots de la société reviennent. Les mêmes mots. Chômage, précarité, là, c'est avec l'immigration. Enfin, voilà, et moi, je suis en plein dedans. Hein. Sur le marché du travail, trouver un boulot avec ma tête, excuse-moi, mais on va dire que je suis sceptique. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour ça que ça va être doublement difficile. Mais on va réussir. On y arrive. Dans un ultime élan de contestation, les aciéristes d'Ascoval sont retournés au carrefour. C'est là que je les avais rencontrés il y a 9 mois, au bord de la route, au milieu des fumées de pneus enflammés. Aujourd'hui, ils ont le sentiment que leur combat n'a servi à rien. Les mêmes pneus en feu, les mêmes fumées et un avenir sombre à affronter. Les responsables de l'usine sont invités dans l'urgence à une dernière réunion avec Vallourec et des représentants du ministère de l'économie. Mais avant cela, l'administrateur judiciaire se rend à l'usine pour aider les salariés à organiser leur défense. On ouvre la séance. Oui. Ouais, je trouve le comportement de Vallourec dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc fouard de moi. C'est un coup de crayon, il nous assassine. Dégueulasse. Monsieur Bardi, enfin, on est d'accord que l'attitude de Vallourec est absolument irresponsable, et bon, voilà. Mais il y a peut-être encore une petite chance, et en tout cas, je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir, il faut se battre jusqu'au bout. Et j'espère que la réunion de tout à l'heure nous permettra peut-être d'entrevoir une lueur d'espoir. Alors peut-être que je rêve un peu, mais en tout cas, j'irai jusqu'au bout. Il y a une usine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les emplois de cette usine. D'accord? Parce que moi, aller fleurir 300 tombes dans 2 ou 3 ans, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez, quand on parle de république et pas de république, c'est de l'oligarchie, c'est le pouvoir pour les riches.
Ils ont rien à péter de nous. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent carrément de nous, depuis le début. C'est du cinéma ce qu'on fait là. C'est invraisemblable. Je vais pas les laisser tranquilles. Ces fils de pute. Bon, clôt la séance. Oui. La réunion est organisée à Valenciennes. Le ministre de l'économie n'y viendra pas. Je vous rappelle que notre train est destination de Valenciennes. Il envoie sa jeune secrétaire d'État Agnès Pannier, nommée il y a à peine une semaine. Elle doit planifier la fermeture du site. Je pense que si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de débouché pour cette usine, il faut aussi être responsable et en tirer les conséquences. Je rappelle que les débouchés sur les aciers spéciaux, ce sont des débouchés qui vont sur des centrales à charbon, ce n'est pas tout à fait un marché porteur, et par ailleurs sur l'automobile, où les capacités sont quand même aujourd'hui assez adressées. Donc ensuite, il y a des alternatives sur les aciers simples. Encore faut-il que cette acierie qui produit grosso modo 500 000 tonnes soit compétitive par rapport à d'autres aciéries. Donc plutôt que de proposer un projet qui ne serait pas pérenne, sachant aussi réfléchir à des alternatives et à des reconversions. C'est un petit peu le plan que j'ai en tête. Par là, ouais. Bonjour à tous, je sens l'inquiétude et l'émotion chez les représentants des salariés et je sais que la situation est très difficile. Voilà, j'accueille cette émotion. Alors je pense qu'on a eu un coup de bol phénoménal. C'est ce remaniement ministériel qui a fait arriver des nouvelles têtes. On a une secrétaire d'État qui est venue au front. Et là-dessus, je salue son courage, parce qu'elle ne connaît pas le dossier, elle est en place depuis moins d'une semaine, et c'est elle qui vient au combat, avec des billes faussées, puisqu'elle arrive en disant il n'y a aucune solution, il n'y a que le reclassement. C'est ce qu'elle dit dans le train. Et on commence à discuter avec elle. Elle est sûre que le dossier est foireux. Et on lui explique les façons de faire des uns et des autres. On lui explique la convocation de Bart Gruyère par Jean-Pierre Floris qui lui demande de retirer son offre. Et là, on voit que son regard change, quoi. Je suis en face d'elle et je vois que son regard change. Je vois qu'elle est en train de comprendre qu'il y a des choses pas normales dans ce dossier. Elle était surprise. Parce qu'elle s'est retournée, elle a regardé quand même Monsieur Kirchner, enfin, tous les acolytes, tous ceux qui travaillent autour du Syrie, autour de Monsieur Floris. Et là, elle se regardait, puis voilà, ils se regardaient, puis elle était sans voix. Je veux saluer les salariés parce que le fait est qu'ils ont fait montre depuis 10 mois d'énormément de responsabilité et d'efficacité. Moi, ma préoccupation, c'est d'être capable de leur donner dans plusieurs jours et pas dans plusieurs mois ni plusieurs semaines une réponse qui soit claire et que je puisse leur dire les yeux dans les yeux. Si Altifort est capable, avec notre appui, de continuer à monter un plan qui tienne la route, nous, on le soutiendra. Agnès Pannier arrive à convaincre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de repartir de zéro. Elle prend de la distance avec les notes défavorables au dossier réalisées par les conseillers de Bercy. Et dans l'urgence, elle charge un cabinet d'expertise indépendant d'étudier en toute objectivité la viabilité de la reprise par Altifort. Une semaine plus tard, les salariés d'Ascoval sont de nouveau invités à Bercy. Le ministre de l'économie et Agnès Pannier doivent y annoncer les résultats de l'expertise. Enfin, pour une fois, on a viré le mec qui gère le dossier comme un manche depuis le départ, qui s'appelle Floris. Et je crois que si lui, il avait été viré depuis longtemps, je crois qu'on n'aurait pas été obligé de brûler des pneus au rond-point parce qu'on aurait été écouté. Ce mec-là, c'est un manche, ils ont bien fait de le sortir. Le cabinet Roland Berger vient de nous rendre ses conclusions. Nous en avons discuté très longuement avec toutes les parties prenantes.
Le cabinet Roland Berger estime que l'offre Altifort est une offre solide et une offre crédible. C'est donc une chance pour le site d'Ascoval. Et je pense que cette mobilisation que nous avons réussi à obtenir tous, cette unité que nous avons trouvée aujourd'hui entre élus locaux, repreneurs, salariés, pour nous battre pour le site d'Ascoval, pour nous battre pour cette aciérie, pour essayer de construire une solution qui soit pérenne, ben c'est la meilleure chose que nous puissions faire et ce qui répond à notre vision de l'industrie en France et en particulier de ce site d'Ascoval. Arrête-toi, faire un bisou. Si, bon, si. Ma femme elle me donne un bisou. Petit bisou aux femmes. Un bisou. Un petit bisou quand même de nos maris. Ouais, je veux bien. Je veux bien faire un bisou. Bonjour. Allez, bon courage. Ouais. Merci. Je retourne à l'acierie. L'espoir renaît parmi les salariés en grève. Mais l'État leur demande d'attendre encore 6 semaines, le temps d'aider le repreneur à consolider son offre. Il reste une dernière mission difficile pour l'intersyndicale. Convaincre les salariés épuisés par des mois de combat de redémarrer l'usine et continuer à produire de l'acier pour Vallourec, le groupe qui refuse de leur venir en aide. Bonjour à tous. Alors vous avez fait un travail formidable, vous pouvez être fiers de vous, parce que vous avez fait plier le gouvernement. Le gouvernement qui n'était pas avec nous il y a une dizaine de jours, ben aujourd'hui il est de notre côté. Et alors ça valait le coup de débrayer une semaine. Alors ne baissez pas la tête, j'en vois certains qui baissent la tête. Il ne faut absolument pas baisser la tête. Il y a une semaine, c'était pas gagné les mecs. Hein. Il n'y a encore rien de gagné. Il n'y a jamais rien de gagné dans la vie. Et quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, Lionel. On est allé chercher le gouvernement de notre côté. Je sais que c'est difficile. Je vous dis toujours la vérité. Je ne suis pas là pour vous vendre la messe. Hein. C'est pas gagné. Et il va falloir encore aller le chercher. Et ce qui est certain, c'est que si on ne redémarre pas, on est mort, les mecs. Ils nous mènent en bateau, ça continue. Ils nous mènent en bateau depuis combien de temps que c'est reporté. Le problème, c'est qu'on n'a plus confiance au gouvernement. J'ai entendu le maire, il disait qu'il manquait 180 millions. Il y en a marre maintenant, il faut des garanties, Olivier. Il faut que ce soit du noir sur blanc. Mais non, mais vous me faites rire. Vous croyez qu'un projet, ça se monte en 2 temps, 3 mouvements. Je vous rappelle que le projet est redémarré de zéro la semaine dernière. Un businessman, tu ne montes pas comme ça en 2 jours. Ou alors, si le mec le monte en 2 jours, moi, je lui fais pas confiance au mec. Parce que c'est un charlatan. Maintenant, tu dis, oh là, le truc qui est prévu sans Vallourec. Donc moi, je veux bien retravailler, mais je sors pas rien pour eux. Pareil. Est-ce qu'on se bat pour travailler ou est-ce qu'on se bat pour se venger de Vallourec? Vallourec, il va faire quoi? Vallourec, on va leur servir leurs produits et ils vont être contents, Vallourec. Ils vont dire, ils m'ont fini le produit. Maintenant, j'ai dit à Bruno Le Maire, il faut les laisser tranquilles. Vallourec, il nous aura mis une belle carotte. Et il sera content. Il aura gagné, lui. Alors, lui, Vallourec, nous... Est-ce que je peux répondre, juste, Lionel? Je comprends que la pilule, elle passe pas sur Vallourec. La vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va nous faire avancer? C'est quoi qui va nous faire continuer à percevoir notre salaire et à nourrir nos enfants? Aujourd'hui, tu es certain que c'est plus Vallourec. Et si on veut avoir une chance d'aller au bout, les mecs, va falloir oublier ces rancœurs. L'État est en train de négocier avec Vallourec pour certaines choses. Nous, ce qui nous importe, nous, c'est notre avenir. Et notre avenir, on lui donnera une chance si on redémarre le boulot. Et moi, je vous demande, redémarrage lundi, pour sauver cette putain d'usine, merde. Qui est contre? Qui est contre? Non, qui est contre, c'est plus facile. Faire un vote et qui est pour? Mais putain que je vous aime. Vous avez fait un boulot formidable, je suis fier de vous.
ministre de l'économie demande à Altifort de changer totalement d'approche et de monter un projet sans Vallourec. La tâche paraît impossible. Il faut trouver de nouveaux clients et des financements avant la date d'audience du tribunal. Ils ont moins de 6 semaines. Avec l'aide du cabinet Roland Berger et un engagement enfin réel de Bercy, les équipes d'Altifort réussissent un exploit. En un temps record, elles remplissent le carnet de commandes de l'acierie et bouclent le financement nécessaire à la reprise. Mais quelques jours avant l'audience du tribunal, Vallourec annonce au repreneur que le bâtiment dont il a absolument besoin pour construire l'extension de l'usine n'est plus disponible, contrairement à ce qui était convenu. J'apprends hier que Vallourec a contracté cette année-ci un bail précaire pour une activité qui va être mise en place exactement à l'endroit où Altifort demande à installer son train à fil. Personnellement, je m'interroge sur le pourquoi tant de haine. Hein, pourquoi tant de haine? C'est pas possible qu'il n'y ait pas autre chose que j'ignore. Quoi, par exemple? Je ne sais pas. C'est certain que les résultats en Europe sont mauvais, sont très mauvais. Est-ce que la stratégie de Vallourec, c'est d'abandonner totalement l'Europe? Est-ce que c'est d'abandonner la France et de garder les activités en Allemagne? Est-ce que c'est de créer un joint venture avec Interpipe en Ukraine et de finalement servir l'Europe à partir d'Ukraine? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. En tout état de cause, ils ne veulent pas que vous surviviez. Et en tout état de cause, il y a quelque chose qui les conduit à ce qu'on ne survive pas. Et là où j'ai vraiment des difficultés, c'est qu'à partir du moment où on est justement devenu indépendant de Vallourec, parce qu'on nous l'a demandé, je ne vois pas quel est le problème pour Vallourec à ce moment-là. On est très fatigué, on est très stressé de ne pas avoir de réponse de Vallourec. Enfin, c'est le stress à son maximum et je savais que la dernière ça allait être dur, mais à ce niveau-là, franchement. Je pense qu'on aura tout lu sur ce dossier. On arrive là, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Ah, le combat syndical est dur quand même parfois. Est-ce que ça vaut le coup d'être vécu comme un pic? Moi, je suis fracassé en 1000 morceaux. Pareil. Bon, Eric, c'est à mon avis la dernière fois. Hein. C'est vrai? Ouais. Confiant? Oui, confiant. Confiant, tous les feux sont ouverts quand même. Hein, cette fois-ci, ça devrait aller. Mais quand on dit tous les feux sont ouverts, j'ai quand même certaines difficultés à calculer le nombre de feux qu'il y a. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui étaient au rouge au début. Et puis il y en a un qui est resté au rouge très longtemps. C'est le feu de Vallourec? C'est le feu de Vallourec. Hein. Les discussions sont terminées cette nuit à 1h du matin. En disant quoi? C'est pas parfait. C'est pas parfait. Les bâtiments, c'est bon? Oui, c'est bon. La nouvelle vient de nous être annoncée. Le tribunal de Strasbourg a validé l'offre de reprise par Altifort et avec une date d'entrée en jouissance au 1er février. La bataille que vous avez amenée et qu'Altifort a amenée aussi ensemble avec vous quelque part, c'est une bataille qui doit nous permettre de rester au village. Le village, il s'appelle Ascoval, il va s'appeler demain autrement. Et de dire, voilà, on est quand même bien dans cette usine-là, c'est un beau métier qu'on fait et on peut être fier. Aujourd'hui, on a fait preuve que tout est possible. Tout est possible. Bonne fête, reposez-vous bien et on se retrouve pour démontrer que tous les autres cons, ils ont eu tort et que nous avons raison de rester au village. Je vous remercie. Merci mon pote. Bon bisous, je le vois aussi. Félicitations. Merci.
Félicitations. Merci. Je vous en ai grand. Impeccable. Merci pour tout, Olivier. Ah, merci à vous, les gars. On n'a pas. Un grand merci. C'est mon gros. Pardon. Bien joué. Merci. Ah. Bien joué. Olivier. On l'a pas. Kevin, j'ai à te dire quand même. Beau travail. Beau travail.